Alors vous, oui, effectivement. Moi, je m'appelle David Dufresne. Ah, je vous connais par contre. Ah bah voilà. Ah bah, enchanté. Voilà, vous voyez. Eh Là, bah, génial ce que vous faites. Non, arrêtez. Alors là, je vais me chercher un café. Ok, je dis plus rien. Je dis plus rien. Je dis plus rien. Donc, voilà, J'assure. Là, vous assurez à mort. C'est génial. Putain, là, vous me mettez la pression. Donc ça, c'est mon émission sur Twitch. D'accord. Ah, je savais pas que vous aviez ça. Bah, moi, je vous ai connu avec votre travail d'enquête sur les violences policières. Oui. Et puis après, je dois vous suivre sur Twitter peut-être. Ça doit être C'est ça. vous. C'est vous. Ok. Bon, je vais me chercher un petit café. Allez-y. Non, ça va. Prenez votre temps. Bonjour à vous. Oui, je connais aussi David Dufresne, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est bien parce que vous le connaissez aussi. Question très intéressante. La dernière.
Ils ont été sages. Super. Bien, sans plus attendre, Alors les amis, on est sauvés. On est À sauvés. la troisième et Retour. dernière Merci table beaucoup. ronde, en venir Quel est ton prénom à ou la nom de question code des Christian réactions, Victor. des rédactions, Très joli des réactions prénom. des journalistes. Voilà, donc c'est Victor qui a Essayer tenu la d'avoir, caméra. peut-être un échange plus On est fluide. sauvés les amis. La journée était Pause gourmande. chargée, donc ce sera l'occasion. À mes côtés, Emmanuel Je vois le Vire, chat. Ouais, je vois le chat. secrétaire du SNJ-CGT, Emmanuel Poupard du SNJ. Poupard. Emmanuel Antoine Poupard. Rouget, qui est membre du Après bureau Mediapart. de la SDJ de Mediapart. Antoine Et Rouget. journaliste à Mediapart. Au milieu. Et enfin, Laure Dazinière, qui est journaliste indépendante et qui a co-signé, qui a coécrit même, pardon, la tribune journaliste Nous ne serons pas complices de la haine, parue en octobre. Voilà, tout le monde vous novembre, remercie Victor. de l'année dernière sur un blog de Mediapart. Donc on va essayer de faire quelques courtes interventions et puis ensuite d'échanger le plus possible sur la question des suites. Et pour lancer la discussion, je ne vais pas m'étendre, mais en tout cas je voudrais quand même revenir. Notre point de départ à nous, c'était Ça n'a rien à voir, Hugues Cheval. la zémorisation de Bien l'agenda sûr. médiatique et peut-être repartir quand même de ces Tu as 3 besoin du mois stylo pendant lesquels il n'était pas candidat, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, et 3 mois au cours desquels il a donc polarisé l'agenda médiatique. Et pour Acrimed, Tu es Daniel, hein David. voilà, ça restera vraiment Merci. Hein. un trou noir, il faut le dire, du journalisme, un parasitage même du débat public et démocratique. Avec évidemment, étaient préoccupants à la fois les choix éditoriaux et la série de commentaires incessants qui ont contribué à banaliser son discours. Donc je ne rentre pas dans les détails, je renvoie au dernier numéro de la revue. C'est assez documenté maintenant, d'autres études qu'on a citées au cours de cette journée l'ont y compris chiffré, etc. Donc il n'y a plus trop de doutes là-dessus. Et donc face à cela, c'est vrai que nous, en octobre-novembre, à peu près au moment de la tribune, de très nombreux pigistes ont signé, on a été quand même pour le moins surpris du manque ou de la faiblesse en tout cas des réactions publiques et collectives parmi la profession. Alors c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de tweets individuels. Il y a eu des reportages parus d'ailleurs dans Mediapart qui donnaient un peu qui étaient une fenêtre sur l'intérieur des rédactions. C'est des reportages qui sont évidemment essentiels puisque c'est une question pas souvent publique et qui est pourtant d'intérêt général. Et par ailleurs, y compris le reportage paru dans Mediapart, n'était pas non plus très rassurant du point de vue de ce dont témoignaient les journalistes, c'est-à-dire d'un manque assez faible. Eurial, si tu peux changer le titre du live. Moins rassurant. N'hésite pas à le faire avec ce que tu viens de mettre, le débat. D'autres reportages, d'autres enquêtes, quand on a eu accès au point de vue des chefferies médiatiques qui, là, ont évidemment validé tout ce qui s'était passé et justifié tout ce qui s'était passé. Donc voilà, peu de réactions des SDJ, des rédactions, donc des tribunes salutaires, mais qui n'ont eu, mine de rien, que très peu d'écho en fait dans les médias dominants. Donc, c'est plusieurs points, quoi. C'est peu de réactions à la fois sur la dynamique générale, sur des moments très spécifiques. Je repense quand même au moment où Zemmour pointe un journaliste. Je veux dire, c'est quand même délirant que ce n'ait pas créé plus de front massif, quoi, de réactions à ce moment-là. Et c'est encore quand la profession tout entière est attaquée. Je pense aux vœux que Zemmour a fait à la presse cette année, en disant que 2022 serait l'année de la renaissance du journalisme français, je crois, ou encore quand il attaque de manière ultra brutale, évidemment, le service public. Acrimed a toujours fait la part des choses, a toujours parlé de cette verticalisation du pouvoir éditorial, a toujours écrit que les orientations éditoriales ne pouvaient pas se résumer,
on l'a dit tout à l'heure, c'est pas tous ont une ligne d'extrême droite. Acrimed a conscience aussi, a écrit sur évidemment les mécanismes qui jouent dans la production de l'information, le scoop, le buzz, la question des formats, la question des contraintes, etc. Mais tout ceci étant dit, et j'en terminerai donc avec ces deux questions pour un peu lancer la discussion, au vu de ce à quoi on a assisté, je demande s'il y a encore en réalité des marges de manœuvre chez les journalistes, notamment dans l'audiovisuel, ou est-ce que on est condamné à assister un peu au phénomène de l'extrême droitisation des médias, à mesure par ailleurs que se dégradent les conditions de travail pour notamment les plus précaires. Et ma deuxième question, c'est plus, on a lu récemment un communiqué du SNJ-CGT à propos de ce dont parlait Hugo lors de la précédente table ronde, c'est-à-dire ces modules un peu d'interview à la Combini, complètement dépolitisante, face à Marine Le Pen. Il y a eu une réaction à ce moment-là, donc sur une prise de position sur le format du journalisme, sur la pratique. Donc on voulait savoir si c'était... Bravo Orial. Et un peu plus tard, tu pourras peut-être ajouter les comptes Twitter du SNJ-CGT au titre qui pourrait enfin pour le prochain tweet. La pratique du on journalisme, a le temps. et en particulier la pratique du journalisme politique. Et donc je vais passer le micro à qui veut. On a dit qu'on s'autogérait. On a dit qu'on s'autogérait. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'entendez? Où est-ce que je suis tombé Bonsoir tout le monde, Emmanuel Poupard, le premier secrétaire général du SNJ, Syndicat national des journalistes. La question qui est posée, c'est aussi la question du traitement journalistique qu'on est amené à faire au quotidien. Et moi, en tant que journaliste, je suis syndicaliste, mais journaliste aussi dans ma rédaction. Et comme bon nombre de confrères et de consoeurs, nous sommes atterrés de voir le traitement journalistique aujourd'hui, notamment sur l'audiovisuel. Mais ce traitement journalistique à l'audiovisuel qui aussi prend malheureusement sur la presse écrite, avec l'arrivée de la vidéo, etc. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une mode de vouloir laisser les micros ouverts à chaque fois. Voilà, les personnes parlent sans que les journalistes n'interviennent. Et c'est agaçant. Normalement, quand on fait un article papier à l'origine, on ne laisse pas quelqu'un qui raconte des conneries. Ou alors quand il est à micro ouvert, on le retient, on lui dit non, c'est pas possible. On ne peut pas laisser quelqu'un proférer des messages racistes ou homophobes. Et là, on a donc l'arrivée sur... alors ça a été dit longuement durant les précédentes tables rondes, sur ces émissions, moi que j'appellerais spectacle, d'information spectacle, tout simplement, qui sont là pour faire du buzz et... C'est ce que je crains, Georges. C'est bien, voilà, c'est la mode. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, d'ailleurs plus qu'aujourd'hui les médias dits traditionnels, c'est les réseaux sociaux qui prennent aussi le pouvoir. Et il y a cette tendance de fond, voilà, de laisser parler les gens. Et on n'a plus de régulation du métier aujourd'hui. Il n'y a plus de contradictoire dans la profession, plus aucune. Donc il y a aussi, et ça a été dit lors des tables rondes précédentes, il y a aussi une cause des chaînes hiérarchiques. Parce qu'au départ, le journaliste, je rappelle, le journaliste, il est salarié, lui. Il a un lien de subordination au départ. Okay, donc, il a des droits, des devoirs. Il a la possibilité d'informer, évidemment, son devoir d'informer la population. Et par rapport à tout ce panurgisme, ce suivisme-là, comment nous, aujourd'hui, dans les rédactions, on réagit? Alors, on est là pour en parler. Évidemment, on a des solutions. Je ne vais pas m'éterniser pour l'instant pour les solutions. Simplement, j'introduis un peu le débat pour l'instant. En tout cas, nous, on est atterrés dans la profession de voir ça. Et donc, il est urgent pour le SNJ de réagir par rapport à toutes ces dérives auxquelles on est confronté aujourd'hui. On viendra tout à l'heure peut-être sur les questions des remèdes et des solutions. Oui, Emmanuel Vire, donc secrétaire général du syndicat national journaliste CGT et donc journaliste salarié dans le groupe Bolloré, Vivendi, puisque je suis journaliste au magazine Géo dans le groupe Prisma Media.
Déjà, juste un mot par rapport à l'introduction de Pauline. Je crois qu'il y a eu un malentendu, d'ailleurs, même peut-être avec l'Acrimed, sur peut-être une non-réaction des syndicats sur la pré-campagne de Zemmour pendant 3 mois qu'on a subi, etc. Merci à Carrick d'être là, surtout. De ne pas avoir été là, peut-être tout de suite à l'origine d'une contre-offensive. Mais cette problématique, pour nous, pour le SNJ-CGT, elle est au cœur de notre réflexion et de nos débats depuis plusieurs années maintenant. Et en juin 2021, lors de notre dernier congrès, donc c'était il y a moins d'1 an, à Lille, une motion adoptée par le Congrès pour appeler la profession à se mobiliser contre les idées d'extrême droite, dénonçant certains médias qui se font le relais d'une vague brune. Et le texte se terminait par un appel à ouvrir les yeux sur la propagation des idées d'extrême droite marquées par l'ultralibéralisme, l'antisyndicalisme, l'antiféminisme, toutes les formes de racisme, la xénophobie, etc. Donc, pour nous, il y a d'abord une bataille idéologique qui a été perdue. Clairement, il faut le dire. Et c'est au mouvement syndical, après, d'en tirer les conséquences. Bataille idéologique perdue face à des patrons qui, moi je vous le dis, qu'est-ce qu'il me dit, Bolloré, hein? J'ai même eu l'honneur d'être cité lors de son intervention au Sénat. Il paraît qu'il me trouve très gentil. Absolument, on l'avait vu au poste. Me disent que s'ils font ce qu'ils font à Europe 1, à iTélé, etc., c'est parce que justement, ils sont en réaction à un système médiatique dominé par la gauche. C'est ça qu'ils disent. Et en chutant sur l'audiovisuel d'extrême gauche. La matinale de France Inter étant quasiment islamo-gauchiste. Non mais il faut voir où ils en sont eux-mêmes. Hein. Donc ça c'est mon premier point, pour pas être très long. Et donc nous, qu'est-ce qu'on avait décidé cette explication face à une faiblesse syndicale qui touche tous les secteurs d'activité, dont le monde des journalistes. Hein. Vous avez bien compris que face à l'arrivée des milliardaires, face à l'arrivée des Bolloré et consorts, parce qu'il n'y a pas que Bolloré, en l'état actuel du droit, et on reviendra sûrement sur les solutions après, en l'état actuel du droit, du Code du travail, de la Convention collective des journalistes, de ce que vous voulez, les journalistes ne peuvent faire qu'une chose quand il y a un mec aussi brutal de Bolloré qui arrive, c'est partir avec leur clause de cession, leur clause de conscience. C'est ce qui s'est passé à Télé CNews, c'est ce qui se passe à Europe 1, et dans ces chaînes, à Europe 1, Emmanuel en sait quelque chose, il y avait un excellent délégué du SNJ, il y avait des délégués du SNJ-CGT, tout ça a disparu. Il n'y a même plus de représentants du personnel à Europe 1. On en est là. Donc en fait, les journalistes se barrent. Donc sur la faiblesse du retour des rédactions, enfin comment dans les rédactions réagir, c'est l'état du rapport de force que nous on doit travailler tous les jours. Et dernier point pour laisser la parole, par rapport à ce que disait Manu, oui, il y a une grosse question sur l'audiovisuel, forcément, hein, et d'ailleurs la place de l'audiovisuel public aussi, qu'il faut forcément pousser, parce que vous avez vu les discours sur l'audiovisuel public en ce moment, mais on a aussi des problèmes dans la presse écrite, clairement. Et là, des journalistes de presse écrite, de quotidiens régionaux, nationaux, se sont déjà offusqués sur des articles racistes, sur des éditoriaux racistes, etc. Bien sûr. Voilà, je vais m'arrêter là. Commencer. Bonjour. Je vais revenir sur la genèse de notre tribune. Elle est née d'une discussion. Plus fort. Pardon. Non, j'enlève pas le masque. Non, j'enlève pas le masque. Oui, je l'enlève pas. Oui, comme ça. Donc voilà, cette tribune est née d'une discussion. Elle n'est pas tombée du ciel, comme disait Emmanuel. Ça fait un moment, évidemment, qu'on assiste totalement désemparé à je dirais pas de banalisation, mais une starisation des idées d'extrême droite dans les médias, avec des attaques incessantes contre le prétendu islamo-gauchisme, contre le prétendu wokisme au sein des universités, etc. Et partant de là,
On a, avec les autres rédacteurs de la Tribune, Elsa Gambin, je les cite, Gaspard Clans, Julie Chancel et j'ai un trou. Et Martin. On a donc, on s'est donc dit, voilà, on est face à quelque chose qui nous heurte au quotidien. C'est cette starisation de dérouler systématiquement un tapis rouge aux idées d'extrême droite, et notamment à Éric Zemmour. Et que c'est insupportable, en fait, parce qu'on n'est même pas au niveau de mettre tous les candidats, il n'était d'ailleurs même pas candidat à ce moment-là, mais de mettre tous les politiques sur le même plan. C'est de mettre les politiques porteurs d'idées d'extrême droite sur le premier plan et de les faire monter parce qu'on sait qu'ils vont faire réagir et parce que plus leurs idées sont antiféministes, racistes, xénophobes, antisémites, homophobes et tout plein de choses homophobes, ça va faire grimper la sauce, ça va faire réagir tant les gens qui adhèrent à leurs idées que les gens qui les réfutent, et la sauce va grimper. Seulement que plus on expose des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs à certaines idées, plus il y a une espèce de sympathie involontaire qui se développe. Donc ça a été vraiment la source de notre tribune, sachant que nous sommes tous journalistes indépendants, on n'a pas de travail de collaboration au sein des rédactions, donc pas forcément les réflexions où vont avoir des journalistes en poste. Et voilà, donc on a écrit cette tribune, on a essayé de solliciter le Monde, Libé pour la faire publier. On a finalement écrit à Mediapart qui nous ont gentiment donné un compte pour éditer sur un blog. Et il y a eu près de 500 signatures, essentiellement de pigistes, de journalistes en poste, dont nombreux ont signé de manière anonyme, ce qu'on comprend très bien, parce que évidemment il reste un lien de subordination avec leur patron. Et on déplore après un peu qu'après Acrimed ait parlé de la tribune, que Mediapart s'en soit fait l'écho, mais que au-delà, on n'a finalement pas eu de relais dans la presse dominante, si ce n'est des critiques virulentes de personnes qui n'ont pas vraiment lu la tribune ou en tout cas pas comprises, ou juste qui ne l'ont pas aimé en mode délit de sale gueule dans Valeurs actuelles et dans Marianne. Voilà, je ne sais pas que dire d'autre. Je suis peut-être... C'est bon. Voilà, c'est bon. Bonjour à tout le monde. D'abord, merci d'avoir organisé cette discussion et sur un moment politique et médiatique que je trouve hyper intéressant à déconstruire, qui est notamment autour de ce qui s'est passé à partir de septembre 2021 et comment des médias, en fait, et comment le système médiatique a propulsé un candidat qui ne l'était pas, jusqu'à 15% dans les sondages qui eux-mêmes ensuite créent l'actualité. Et je pense que vraiment c'est un moment, par rapport y compris aux conférences tout à l'heure qui ont un peu historicisé la manière dont l'extrême droite s'est imposée dans les médias, je pense que personnellement, donc là on écoute Anton Rouget de Mediapart. Autour de ce qui s'est passé autour d'Éric Zemmour. D'abord parce qu'à la différence de la famille Le Pen, Éric Zemmour c'est le produit du système médiatique. Et donc il y a plein d'implications qui font qu'il va encore plus loin et les médias vont encore plus loin dans l'acceptation de ces thèses racistes, antiféministes, etc. C'est quelqu'un qui est issu du système médiatique, qui comprend parfaitement comment se fabrique l'information et qui adopte, et c'est d'ailleurs assez éloquent, c'est le parallèle de la campagne Trump avec Steve Bannon, c'est-à-dire on inonde la zone de merde, on crée de la polémique permanente tous les jours. Donc Trump c'était les tweets, Zemmour c'est des insultes permanentes, antisémites, on réhabilite
Pétain, on dit que Dreyfus n'était pas vraiment innocent, on pointe un journaliste avec une arme, on fait absolument tout n'importe quoi, du dégueulasse, du crado tous les jours, et on sait que c'est ça qui va produire l'information parce qu'il y a un écosystème médiatique qui est tel que des chaînes d'information en continu, même si elles n'ont pas des énormes audiences, en fait, dictent l'agenda médiatique et contaminent en fait jusqu'à la presse papier la plus respectable. Donc il y a un continuum que Éric Zemmour a tout à fait compris parce qu'il est lui-même issu de ça, c'est sa profession, il connaît très très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, y compris par rapport à la hiérarchie et la manière dont est construite l'information, on parle beaucoup notamment des rapports de force entre les petites mains qui produisent l'information et les stars, notamment de l'audiovisuel, c'est que Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui est issu de ce réseau-là aussi. C'est le racisme bontain, c'est pas la famille Le Pen, encore une fois. C'est quelqu'un qui était en dîner en ville avec les stars de l'antenne, qu'il tutoie, donc il est moins menaçant pour ces gens-là, voire il rejoint des dimensions idéologiques très fortes. En fait, il y a dans beaucoup de médias, dans les chefferies, des gens qui peuvent partager les constats idéologiques de Éric Zemmour tout en disant que peut-être les solutions ne sont pas les bonnes. Et donc ça aussi, c'est un point de rupture qui paraît important, qui me paraît important de souligner, y compris pour ne pas banaliser Zemmour dans la trajectoire de la banalisation de l'extrême droite dans les médias. C'est un petit peu, c'est le nouveau combustible de la fable de la grenouille, en fait. À chaque fois, on crante un petit peu, il y a l'eau du bain, donc du système médiatique qui se réchauffe, qui nous habitue à toujours plus de haine, d'ignominie. Et Éric Zemmour, c'est celui qui est en train de nous faire monter en température et nous habituer à des choses absolument dingues. Et juste pour terminer là-dessus, je trouve que l'analyse de cette séquence est aussi extrêmement intéressante sur l'incapacité de la profession, on le savait déjà, mais à regarder en face cette réalité-là, à analyser ce qui se passe, à se responsabiliser sur notre traitement de l'information et sur notre rôle d'acteur là-dedans. Je parle de notre rôle en tant que journaliste. La candidature Zemmour a été entièrement fabriquée par les médias, aujourd'hui on le sait. Il est monté aussi haut dans les sondages parce que les médias en ont parlé, on connaît cet effet cliqué, et aujourd'hui il est peut-être possible, j'en sais rien, nous on n'utilise pas les sondages à Mediapart, mais il est peut-être possible que effectivement du coup ça retrouve une attente dans l'électorat, et finalement cet effet de cliquer en fait produise une vraie réalité électorale ou politique. Et donc l'incapacité de la réaction de la profession, elle est extrêmement intéressante aussi si on met en parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis quand il y a eu l'élection de Donald Trump. La plupart des médias ont dit aux États-Unis, oh là là, on l'avait pas vu venir, c'est incroyable, etc. Et on sent qu'on est dans un dispositif comparable, c'est-à-dire que les mêmes qui ont fait le jeu d'Éric Zemmour depuis principalement la rentrée 2021, sur ce phénomène de campagne seront les mêmes qui viendront si demain il y a catastrophe, ou après-demain en fait, parce que la catastrophe elle est malheureusement en route, viendront dire qu'il faut changer les pratiques médiatiques, etc. Donc on porte, en tout cas moi je porte un regard extrêmement sévère là-dessus, et je trouve que voilà, il est encore temps de s'interroger là-dessus, mais que malheureusement le train est parti. Oui. La question est un peu lancinante, juste comment on restaure aussi la confiance. Emmanuel Vire, SNJ. Comment on arrive à restaurer la confiance alors qu'aujourd'hui, Société. une partie des journalistes, merde, à chaque fois, je me gourre. Syndicat national des journalistes. À la solde des pouvoirs. Alors qu'une très très large majorité des journalistes, heureusement, font leur travail tous les jours, et consciencieusement. Vraiment. On le voit tous les jours. Mais c'est une petite partie qui, du coup, malheureusement, envahit tout le reste. Donc, comment redonner cette confiance-là par rapport au public? Notamment, c'est le premier, par rapport au public. Alors, pour nous, il n'y a pas de secret, il faut redonner le pouvoir aux rédactions. Et redonner le pouvoir aux rédactions, c'est pas de manière exorbitante que je dis ça, il ne faut pas que le journaliste non plus ait des pouvoirs exorbitants dans la rédaction, mais qu'il ait une juste proportion de son travail. Ça veut dire comment aujourd'hui le journaliste il est en capacité de dire non. Tout journaliste aujourd'hui peut dire non.
puisqu'il a un droit d'opposition individuel. Sauf que c'est un peu faiblard, puisque le rapport de force, quand on est tout seul, vous le savez aussi bien que moi, c'est compliqué. Donc nous, au SNJ, ce qu'on revendique, ce qu'on pousse, c'est l'instauration d'un droit collectif, d'un droit d'opposition collectif, qu'on appelle l'indépendance juridique de l'équipe rédactionnelle. Alors c'est un grand truc, voilà. Bon. Ça veut dire comment on arrive à doter la rédaction d'un pouvoir juridique, véritablement, qui s'oppose à toute pression, d'où qu'elle vienne. Déjà à l'intérieur de l'entreprise, puisque la plupart des entreprises de presse sont des sociétés. Donc comment on empêche les actionnaires de se mêler de la rédaction, et comment aussi, d'un point de vue extérieur, on met à l'abri la rédaction des pouvoirs politiques, économiques, et quels qu'ils soient. Donc nous, c'est quelque chose qu'on essaye de pousser depuis des années, et on en a parlé récemment lorsqu'on a été encore auditionné au Sénat, parce qu'il y a aussi toute cette question lancinante de la concentration des médias. On en a parlé tout à l'heure avec Bolloré. Bolloré va avoir dans ses mains le monde médiatique et le monde de l'édition. Donc c'est quelqu'un qui va faire la pluie et le beau temps demain sur tout ce qu'on regarde et qu'on lit. Ça reste quand même un peu préoccupant quand même. Le problème quand on dit la profession, c'est quelle profession? Et qu'est-ce qu'il en reste pour nous? Parce que la thématique, Emmanuel vient de parler de la thématique de la concentration. Enfin, nous, au SNJ-CGT, vous imaginez bien, c'est une thématique, ça fait 15 ans. Moi, je suis secrétaire général, ça fait longtemps déjà, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, c'était déjà au cœur de nos documents d'orientation. Ce qu'il faut comprendre, c'est LVMH, les Échos, c'est 2007. La presse quotidienne régionale rachetée par les banques, c'est avant. Enfin, voilà, donc c'est une thématique qui est prégnante, présente depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on nous a dit, nous, pendant 10 ans qu'on a porté cette thématique de les milliardaires ne doivent pas posséder la presse? Évidemment, quelqu'un qui dépend de la commande publique ne peut pas avoir des médias. Et ça, c'est Bouygues, hein. C'est Dassault, avant d'être Bolloré. Bon, qu'est-ce qu'on nous a dit, nous, pendant 10 ans? Ah ouais, mais vous savez, hein, s'il n'y a pas les milliardaires, la presse, elle est morte. Il n'y a qu'eux qui peuvent mettre l'argent. C'est quoi le résultat 10 ans après? Une casse sociale sans précédent chez les journalistes. On est passé de 39 000 à 35 000 cartes de presse en 10 ans. On a une profession écartelée, écrasée, précarisée, avec 30% de précaires. Donc oui, Emmanuel a raison, les journalistes veulent souvent, sûrement, et essaient de faire leur métier consciencieusement. Mais déjà, ils n'en ont plus les moyens la plupart du temps. Voilà, hein. Les expressions, elles sont diverses. C'est le journaliste couteau suisse, le journaliste Shiva. Enfin, maintenant, quand vous êtes en rédaction, on vous demande de tout faire. Moi, par exemple, vous savez, hein, une rédaction, c'est vraiment... Alors, c'est en vertical, hein, parce que les chefferies, hein, c'est là où je parlais du lien de subordination. On est vraiment des salariés. Hein. On n'est pas, quand vous êtes permanent dans une rédaction, vous n'allez pas dire je décide ce que je fais. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Enfin, à part évidemment dans les rédactions qui peuvent être proches de nous. Et encore. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que l'indépendance juridique des équipes rédactionnelles que vient de décrire Emmanuel, ça a été un colloque tenu par l'ensemble des syndicats de journalistes en 2008. Nous lançons cette idée. Vous voyez? Et on se retrouve en 2022 avec là, c'est vrai qu'on monte le cliquet, puisque là on a un milliardaire qui a une vraie visée politique, clairement. Mais monter des opérations contre Bolloré, évidemment, c'est capital en ce moment, mais c'est l'ensemble de la concentration qu'il faut mettre à bas, évidemment. Enfin, évidemment. Évidemment que TF1 ne doit plus être possédé par Bouygues. Ou alors, et c'est là, pour terminer, évidemment en accord aussi avec Emmanuel Poupard, redonner du pouvoir aux journalistes dans les rédactions. Et on n'en a pas. La personne qui parle, c'est Emmanuel Vire du SNJ-CGT. Juste avant le départ de Hollande en 2016, dit bien dans son article 1 que oui, tout journaliste peut refuser des pressions, peut refuser de signer un article. D'accord, très bien. Mais la suite, c'est en accord avec la charte déontologique de son entreprise. Vous imaginez quand on doit négocier des chartes déontologiques chez Bolloré?
Ben, c'est le rapport de force, hein, c'est comme d'habitude, c'est ce que je vous disais dans ma première intervention. Donc, indépendance juridique des équipes rédactionnelles, portée depuis 13 ans par les syndicats, et surtout, réforme totale des aides à la presse. Plus d'aides directes pour les milliardaires, déjà. Enfin, Le Monde, Le Figaro, c'est quasiment 20 millions d'aides directes par an. C'est un chèque, hein. C'est un virement de l'État avec nos impôts. Et par ailleurs, ils ont le taux de TVA réduit, ils ont l'aide postale, ça, d'accord. Ça, c'est des aides indirectes. Mais on voit bien, c'est des thématiques qui sont portées depuis très longtemps. Et moi, alors, en plus, je suis devenu un de ses salariés, donc ça, c'est plus compliqué peut-être. Mais Bolloré va nous permettre, j'espère, de enfin dire qu'il nous faut revenir au programme, évidemment, du CNR. Et je vous rappelle, c'était un homme, un média à l'époque. Un homme, un média. Comment on se positionne aujourd'hui face à ça? C'est plus les mêmes médias, c'est plus les... Il y a Internet, il y a la télé qui s'est développée, on est d'accord. Mais évidemment, renforcer considérablement la loi de 86 sur la concentration. Évidemment. Et si on ne fait pas ça, nous, il faut nous redonner du pouvoir dans les rédacs. Sinon, c'est... Voilà. Oui, bah, peut-être réagir dans le prolongement à ça. Comment dire, sur les propositions de renforcer l'audiovisuel, alors pas se contenter de l'existant, mais en tout cas en créer un fort, puisqu'il est sous le coup d'une double menace. Ça, évidemment, ça fait partie des propositions d'Acrimed, de même que sur les concentrations, de même les aides à la presse et le statut juridique et le pouvoir aux rédactions, je l'ai dit en introduction, c'est pas nous qui allons dire le contraire, simplement, et je veux quand même réinsister là-dessus parce que j'ai pas eu la réponse, ou j'ai pas eu de réponse, et je pense que c'est, enfin en tout cas c'est là-dessus que je vais insister. Bien sûr, pour redonner j'ai eu un échange d'email avec Poutot, il va venir au poste, il va revenir au poste dans les semaines qui viennent. Aussi sur réellement le niveau d'autocritique aussi des journalistes, et pas que des plus haut placés, pas que des Léa Salamé, pas que des Patrick Cohen, pas que des Jean-Michel Apathy. On a de quoi être inquiet sur le niveau d'autocritique réel et sur le niveau d'autocritique et le recul qu'ils ont sur leur propre pratique. Et je parlais du journalisme politique parce que c'est celui qui nous intéresse le plus dans le cadre d'une campagne présidentielle, et qui est celui qui, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, contribue très très nettement, et ce depuis très longtemps, à la banalisation de l'extrême droite. Donc c'est complètement dans le sujet. Je ne suis pas sûre ou en tout cas je pense qu'on aurait besoin soit de réactions publiques, j'y insiste, beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus massives, beaucoup plus convaincantes. Je me rappelle de ce communiqué que tu as mentionné, Emmanuel Vire, mais c'était en juin, et je pense que sur les 3 mois, voilà, on a été en manque aussi de réaction face à ce que Antione aussi rappelait, c'est-à-dire un déferlement et une construction qui était, qu'en tout cas, nous, même en tant qu'observateurs assidus, on n'avait jamais vu. Donc il faut le redire, que ça a été un moment de parasitage absolu. Donc sur le journalisme politique, voilà, on a des journalistes qui se filment, ou en tout cas qui sont filmés en train de parler de leur pratique. Ce n'est pas convaincant. Des journalistes, encore une fois, pas haut placés à France 2, des journalistes pas haut placés sur BFM, etc. Ou encore une fois, je pense qu'on gagnerait à avoir je sais pas, je dis des états généraux comme ça, mais en tout cas sur la pratique du journalisme, parce que je ne suis pas sûre du tout que les critiques que porte Acrimed et que les diagnostics qu'on pouvait faire sur la pratique du journalisme soient totalement acquis, et je pense que ça manque, de même que sur les sondages. Voilà, dans la presse, on a vu des choses intéressantes se passer, avoir recours aux sondages, pourquoi, comment, etc.
On voit que tout un tas de médias n'ont pas, soit ne se sont pas sentis concernés, Le Parisien avait décidé de ne pas le faire, a rebasculé dans la consommation et la publication accrue de sondages. Voilà, c'est pas stable et on gagne toujours, enfin on gagnerait en tout cas à avoir quelque chose de public, de massif et pas qu'entre concernés, c'est-à-dire pas qu'entre journalistes, sur cette question qui me semble fondamentale et qui articule aussi et qui articule toutes les autres, quoi. Voilà. Excuse-moi Pauline, juste un truc. Il y a effectivement, mais je te rejoins, tu le sais en plus, il y a un élément qu'on n'a pas abordé, qui pour nous, à SNJ-CGT, est très important, et qui est pour nous un problème aussi de l'information qui est délivrée aux citoyens. Clairement, on a des journalistes qui ne sont pas représentatifs de la société française. Il faut le dire. Évidemment. On a des journalistes qui sont issus des CSP+, en grande majorité. On a peu de population racisée. Enfin, on le sait. Je vous ai donné des chiffres sur la casse sociale. Je voulais parler de ça, mais j'ai oublié tout à l'heure. Mais le seul élément positif, comme on dit, toujours, et on n'est pas que la seule profession concernée, je vous ai donné des chiffres sur la casse sociale, la précarité, etc. On vous dit, ah mais ça y est, on va bientôt arriver à 50% de journalistes femmes. C'est bien, on va avoir la précarité, mais donc on va avoir plus de précarité. En fait, c'est comme dans tous les métiers. Donc non, là où je pense qu'il y a beaucoup à faire, effectivement, c'est aussi dans les écoles de journalisme, les formations qui sont données, enfin tout ça, on est d'accord, mais surtout avoir des journalistes qui sont à l'image de la population. Juste 30 secondes, moi j'ai quelque chose à dire concernant le pouvoir en rédaction. C'est quand je veux dire aussi rendre le pouvoir en rédaction, c'est aussi redonner à chaque journaliste du sens dans son métier. Parce que, en effet, il y a une question de formation des jeunes journalistes dans les écoles, mais aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus de confrères et de consoeurs qui s'en vont des rédactions, d'eux-mêmes. Il y a un sociologue des médias qui s'appelle Jean-Marie Charon qui a fait un bouquin là-dessus. Il quitte la profession de journaliste, de plus en plus. Alors ça veut dire qu'il y a quand même un problème dans la profession. Ça veut dire qu'au départ, dans la profession, c'est quand même une profession qui est quand même plutôt sympa, enfin qui est quand même attirante pour faire des choses vachement intéressantes. Et bien en fait, c'est des gens qui s'en détournent. Donc là-dessus, évidemment, ça nous interroge. Je vous redonne la parole et puis après on prendra un tour de questions. Je voudrais revenir sur la question de l'autocritique et qui rejoint aussi la question de la formation, sur peut-être la nécessité d'engager une réflexion, une formation à l'éthique, parce que il me semble qu'on peut très bien porter des idées d'extrême droite sans y adhérer. Je pense que par exemple, suivre Zemmour à un salon où effectivement il va pointer son flingue sur les journalistes, en fait il devrait, selon moi, ne même pas y avoir de journalistes, sachant que c'était même pas encore un candidat. Est-ce qu'il faut tomber systématiquement dans le piège que tendent des gens comme lui, qui savent extrêmement bien comment fonctionnent les médias? Est-ce qu'il faut répondre à ces invitations? Est-ce qu'il faut donner un écho au moindre fait geste? Parce que nous, quand on a écrit cette tribune en octobre, c'était chaque jour une nouvelle. Chaque jour, Zemmour à la plage, Zemmour à la piscine. Enfin, c'est insupportable. On le voit tout le temps en permanence dans notre quotidien. Et tout d'un coup, plus on le voit, plus ça devient normal qu'on ait une politique, que ce soit lui, que ce soit Marine Le Pen et ses chats dans je ne sais plus quelle émission d'M6. Enfin, il y a un moment où non, c'est juste pas possible. Donc il faut se poser la question de savoir si on tombe dans le panneau, on répond aux invitations, aux sollicitations de ces personnages politiques, si on débat avec eux, et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on ne leur offre, on ne donne pas une contradiction? Parce que ils sont laissés comme ça en roue libre sur des plateaux à déblatérer des propos insupportables, les plus provoquants, les plus nauséabonds possibles.
sans que personne ne leur coupe le micro, sans que personne ne leur apporte la moindre opposition. Donc là, on a vraiment, à mon avis, besoin d'une réflexion et peut-être une formation à l'éthique sur ce qu'est un journaliste, sur le rôle du journalisme et sur la possibilité de trouver des alternatives à cette roue libre. Oui, juste rapidement avant de répondre à vos questions, sur l'incapacité à formuler une autocritique, y compris en débattre collectivement, etc. Je pense que moi, il y a un vieux réflexe journalistique qui est d'être sur la défensive, de dénoncer des vérités et d'être incapable de revenir sur son propre travail derrière. Mais je pense qu'il y a le cas Zemmour est encore plus emblématique de ça. Encore une fois, c'est le produit d'un système. Donc, déconstruire la manière dont on en parle, c'est aussi revenir sur des pratiques journalistiques, mais beaucoup plus profondes. Il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on a servi la soupe à Marine Le Pen, ah tiens, on aurait peut-être pu lui poser telle ou telle question. Là, c'est beaucoup plus profond et ancré que ça. Et je pense que certains journalistes, notamment journalistes politiques, sentent bien que si on en vient à interroger vraiment les fondements même qui ont fait cette séquence politique-là, en fait, et médiatique, en fait, c'est peut-être un retour d'expérience sur 30 ou 40 ans de journalisme politique. Encore une fois, Zemmour n'est que l'émanation de ça, de ces pratiques-là. Donc je pense que ça rend encore plus compliqué que d'habitude la possibilité de faire une autocritique. L'autre chose que je vois, et là je rejoins la question de l'organisation des rédactions, c'est que pour le coup, il y a des réactions individuelles, il y a des gens qui sont en souffrance face à ça, y compris dans leurs propres médias, qui n'adhèrent pas, mais qui n'ont pas la capacité de réagir. Et je trouve que c'est d'ailleurs assez symptomatique. La seule initiative de SDJ, donc de société de journalistes qu'il y a eu dans cette séquence-là, c'était en novembre. C'était la SDJ de Mediapart, on était à l'initiative de ça, parce qu'une de nos journalistes qui couvre l'extrême droite était menacée de mort et de viol sur des vidéos YouTube de la fachosphère, de proches de l'entourage de Zemmour. Et donc nous, on réagissait en tant que journaliste et de la rédaction, mais on s'est dit on ne peut pas rester seul. C'est déjà pour notre collègue et puis pour tout ce qui est en train de se passer dans le pays. On est en train là encore de monter en gravité et on ne peut pas s'habituer à ça. Et on a proposé un texte qui est extrêmement consensuel parce que l'idée était de rassembler le plus largement dans les rédactions et d'essayer de provoquer un électrochoc en nommant des choses simplement Zemmour et d'extrême droite, ce qui n'est même pas une évidence pour tout le monde. Et là où on a été surpris, c'est qu'il y a eu une adhésion extrêmement massive. 39 SDJ, ce qui était jamais arrivé, surtout à l'initiative de Mediapart. Il faut bien voir que dans cet écosystème-là, on n'est pas central, même si on est un média important, mais on n'est pas du tout, et on est extrêmement décrié dans beaucoup de rédactions. Mais là, il y a un ralliement finalement de pas mal de SDJ, et je pense que aussi dans certaines rédactions... SDJ, ça veut dire Société des journalistes. Et une possibilité pour des consoeurs et confrères d'autres journaux, finalement, par ce biais-là, mais c'était une tribune extrêmement réduite, je le concède, et d'ailleurs qui n'était fondée que sur une attaque de journalistes. Et on l'a vu là récemment à Radio France aussi, il y a eu une réaction de la SDJ parce que il y a eu des attaques, notamment contre l'audiovisuel, etc., d'Éric Zemmour. Et donc la réaction des SDJ n'était que fondée sur la base d'une attaque. Tout ça pour dire que la question de l'autocritique, à mon avis, elle viendra d'abord des débats dans la société, de la manière dont on arrive à les articuler, pour ensuite envahir les rédactions. Juste une petite chose, parce que quand je prends la parole, après je ne m'arrête plus. L'autocritique, je pense qu'elle doit aussi être, je me permets de te répondre, elle doit aussi être dans les rédactions au quotidien, mais malheureusement, l'autocritique au quotidien, certains confrères l'ont oublié, ou les rédactions en chef ne le mettent plus en avant. J'ai entendu tout à l'heure, c'est comment on fait aujourd'hui, on critique le journal d'hier, ou l'édition qui est passée. Moi, je trouve que c'est un exercice qui est extrêmement sain. Et le problème, c'est qu'on le fait quasiment plus dans les rédacs. Chez moi, on le fait plus. On dit, alors, on aurait pu faire ci, ça, machin. Et c'est vachement bien de le faire. Et non, on ne fait plus. Et ça, c'est un problème. Et parce que le souci auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on ne parle plus. J'ai entendu parler tout à l'heure
On ne parle plus d'éthique dans la profession, de déontologie. Et ça, c'est un problème. Pourtant, on a des chartes d'éthique et des chartes de déontologie qui régissent la profession. Mais voilà, elles sont un peu à géométrie variable. Il y a eu cette fameuse tentative de la loi Bloch qui voulait instaurer une charte pour tout le monde, mais il y a aussi des possibilités de faire des chartes d'entreprise, mais il y a vraiment une charte d'entreprise, une charte de déontologie journalistique d'entreprise. Ça veut dire que quand on sort de son département, il y aura un autre code de la route. Ben non, le code de la route, c'est le même pour toute la profession. Donc le code de la route, c'est une charte d'éthique commune. Donc nous, ce qu'on souhaite au SNJ, c'est d'avoir une charte d'éthique commune qui soit indexée à la convention collective pour que ça soit opposable aussi aux employeurs. Parce que la déontologie, c'est... On doit se poser des questions au quotidien dans les rédactions. Alors, à l'initiative du SNJ et d'autres organisations, je sais que la profession n'est pas forcément unanime sur ce sujet-là, on a créé une instance nationale de déontologie qui s'appelle le CDJM, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Alors, des instances de déontologie, il en existe dans d'autres pays francophones, comme le Canada, Québec, Canada et la Belgique. C'est une instance tripartite, journalistes, éditeurs et public, représentants du public, et dotés donc de ces trois collèges-là, qui sont saisis ou s'auto-saisissent de dérives déontologiques de traitement journalistique. Donc vous pouvez aller voir, il y a un site internet du CDJM qui rend des avis. Et rien que ça, déjà dans la société, ça peut commencer à faire bouger les choses. Alors, bon, le souci qu'on a, c'est qu'une partie de la profession n'adhère pas. Je sais que mon confrère du SNJ-CGT n'adhère pas au CDJM. Nous, on a été membre fondateur du CDJM et on considère que c'est pas suffisant, mais c'est déjà un échelon. Ça y est, ça va tourner à la réunion de cellules. On doit remettre la déontologie au sein de la profession, que le public s'en empare également, puisque c'est un sujet qui a complètement disparu, malheureusement, des rédactions. Eh bien, on va commencer par le public, ici. Bien, Daniel. Oui, bonjour. François Sautré, président du MRAP. Ça doit être là. C'est une vieille organisation, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Je crois qu'on a notre place aujourd'hui ici. Je commencerai juste par une petite anecdote quand même. Hier, Visa, Vigilance Sentinelle et Lacrymède avec, présentaient le nouveau bouquin de Visa, conférence de presse, 0 journaliste. Ça pose une question quand même, à la veille de cette réunion. Il y a un problème. Nous, le MRAP, on fait des conférences de presse, on envoie des communiqués de presse, ça disparaît dans la nature. Je ne vous mets pas en cause, hein. Je mets en cause le système qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout un pan du débat démocratique qui part dans les nuages. Ça nous pose un vrai problème. La concentration, on en a parlé tout à l'heure plusieurs fois de la concentration Bolloré. Nous, on est signataire d'un appel qui s'appelle Stop Bolloré. Mais je ne vais pas revenir sur cet appel, vous en avez sûrement déjà parlé tout à l'heure. Par rapport à ce que tu disais, Emmanuel, sur un droit de conscience en quelque sorte que tu décrivais, la difficulté c'est qu'à partir du moment où tout est concentré entre quelques mains, si tu es obligé pour une raison ou une autre de quitter une rédac, celle d'à côté c'est le même patron. Et ça, ce danger-là de la concentration, il faut vraiment que vous le pointiez du doigt, parce qu'à partir du moment où il n'y aura qu'un seul patron, 4-5, c'est foutu. Oui. Non, ça va être très court. Enfin, juste citer 3 faits alors, qui interpellent tout le monde. D'abord, un rapport de l'OCDE qui démontre que l'immigration a un apport positif sur le plan économique. Un deuxième fait, ce sont les chiffres de l'insécurité. Bon, on sait très bien que l'insécurité a peut-être augmenté sur les biens, mais elle est tout à fait stable sur les personnes. J'ai fait référence au débat qu'il y a eu, débat drôlatique d'ailleurs, avec Darmanin et l'autre. Et le troisième, alors les Pandora Papers, alors ça a été fait par des journalistes. Alors la question que je pose, c'est comment tous ces éléments qui sont quand même fondamentaux sont pas repris de manière pérenne
de façon à ce que ça interpelle un peu la plupart des gens. Alors, Mediapart le fait peut-être, mais on n'en entend plus parler, quoi. Et Pandora Papers, j'en ai parlé aux médias sociaux, ils en reparlent de temps en temps. Je crois qu'il y a un tissu, une logique à mettre sur la table pour faire en sorte sur des problématiques qui sont au cœur de la campagne, qui pourrissent la campagne, ne soient pas systématiquement mis à la portée du raisonnement de tout un chacun. Alors, je vais faire court, je vais essayer d'être simple. En fait, je voudrais poser une question ouverte aux personnes journalistes, puisque je ne suis pas journaliste, et ça fait partie des questions que je me pose. C'est toute la numérisation. Parce que par exemple, on a eu un investisseur de Facebook qui a rejoint le clan Trump, toute cette surconcentration au-delà des médias traditionnels, et la manière dont ça change avec tout ce qui était issu de la presse papier, des presses un peu plus radiophoniques ou télévisuelles. Et il y a peu de temps, je regardais une conférence de Gérard Berry, un informaticien de l'ancienne génération, à l'époque où il y avait un travail sur l'informatique française, l'apparition d'Internet. Je suggère, c'est une simple suggestion, vraiment une question ouverte, le titre de la conférence qui a été donné il y a 4 ans à l'université de Strasbourg qui dit « Pourquoi l'informatique met le monde à l'envers ?» et sur le rapport qu'on entretient avec l'outil informatique, où justement, il explique que l'informatique n'est pas un outil, mais une manière de penser. Et il y a tous ces algorithmes aussi, et je pose la question de l'Internet public aussi, par rapport à l'indépendance journalistique, puisqu'aujourd'hui, là on le voit avec toutes les manifs qui ont lieu actuellement et les confusions ambiantes, c'est chacun peut être son propre média, donc les questions que se posent les profanes, d'où ils ne comprennent plus les lignes en fait politiques qui sont défendues. Parce qu'à chaque fois on prend ça, oui, mais c'est idéologique, alors que tout est politique. Et donc c'est cette question et le rapport qu'on entretient avec la numérisation, voilà, de tout aussi. Et je suggère vivement, voilà, pour bien insister, Gérard Berry, pourquoi l'informatique met le monde à l'envers. Voilà, je le suggère, c'est une question ouverte. Est-ce que je peux juste intervenir sur cette oui, on va répondre là qui est intéressante? Allez-y, répondez, parce que... Ouais. Alors, sur la question des réseaux sociaux et des algorithmes, c'est le poids des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que est-ce que demain, les médias de demain, ce sont les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux n'emploient pas de journalistes. Il ne faut qu'on reprendre ce qu'on produit en fait aujourd'hui au quotidien. Notre valeur en fait, cette valeur-là. Mais par contre, c'est les premiers à vouloir censurer. Donc de quel droit ils censurent? Et la question des algorithmes, vous l'avez bien dit, c'est je choisis en fonction, donc je distribue ce que je veux. Et là, c'est un danger aussi sur les démocraties. Donc, je ne vais pas faire long parce que ça pourrait prendre des heures sur la question des réseaux sociaux et des GAFAM. Mais ça doit nous interroger sur le fonctionnement de nos démocraties et comment on arrive à réguler aussi la question des réseaux sociaux. Je peux juste répondre sur la hiérarchie de l'information. Je pense que c'est un point clé dans la compréhension aussi de la pénétration des idées d'extrême droite dans les médias, c'est que la promotion de Zemmour, par exemple, c'est pas simplement la promotion du candidat Zemmour, c'est la promotion et la mise à la une des thématiques. Et on peut pas analyser simplement, par exemple, les rapports informationnels avec l'extrême droite simplement en disant BFM TV donne 15% de temps de parole à Zemmour, 15% à Le Pen, 15% à Mélenchon, même si ces chiffres sont par ailleurs en plus déséquilibrés. Mais il faut également analyser les thématiques qui sont posées au cœur du débat public par les médias et les choix éditoriaux qui sont faits. C'est-à-dire parler pendant 3 heures des Pandora Papers et pendant 6 mois du grand remplacement, c'est un choix politique, éditorial dans les rédactions. Je ne sais pas si vous vous souvenez au moment de la primaire écolo, et c'était au moment de cette... c'est assez intéressant à réanalyser. C'était au moment de cette séquence politico-médiatique-là, pendant la primaire écolo, il y a eu un débat qui était sur France Inter et Le Monde, en partenariat avec Le Monde, et où les candidats à la primaire écolo ont été interrogés massivement, et surtout au moment où il y a le plus de téléspectateurs et d'auditeurs, c'est-à-dire au départ. Je crois que c'était, j'ai plus les proportions, mais c'était pendant 1 heure, c'était énorme, sur les questions de sécurité et d'immigration et de laïcité, évidemment, parce qu'on lit ces thématiques-là.
Et donc là, il y a ça fait scandale hein, dans la profession, les gens en ont beaucoup parlé, peut-être pas publiquement, mais il y avait des gens qui étaient extrêmement mal à l'aise avec ces choix-là. D'ailleurs, LCI, qui est venu ensuite à communiquer sur le fait qu'eux, ils allaient parler un peu d'écologie et d'environnement quand même. Donc c'est quand même, là aussi, assez intéressant. Mais c'est là pour dire que la contamination, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de CNews, on parle beaucoup de la concurrence BFM CNews, et il ne faut pas négliger aussi derrière les questions d'ordre capitalistique, actionnarial, derrière ces logiques-là, et je rejoins l'intervention sur la table ronde précédente, il n'y a pas juste des logiques concurrentielles, il y a des logiques idéologiques, mais il faut aussi analyser la manière dont ensuite ces sujets-là contaminent le débat public dans la presse papier, au sein du service public. Par exemple, il y a un an, un documentaire qui était prévu sur France 3 par une journaliste chroniqueuse de Valeurs Actuelles, Charlotte Ornelas, a été, finalement, la direction a décidé de ne pas le diffuser. Eh bien, aujourd'hui, le directeur des programmes de France Télévisions, un ancien du cabinet Cécile Duflot, donc quelqu'un qui vient en théorie plutôt de la gauche, a confirmé que Mathieu Bock-Côté, qui est le remplaçant de Zemmour chez CNews, allait effectuer un documentaire sur la campagne présidentielle pour France 5. Donc il y a bien des évolutions. En un an, on voit bien qu'on est passé de quelque chose d'inacceptable sur le service public à quelque chose d'acceptable, encore une fois, au nom du pluralisme, toutes les opinions se valent. Aujourd'hui, on a des émissions publiques, des émissions politiques sur le service public où on parle de grands remplacements. En l'interrogeant certes, en disant une prétendue théorie, alors qu'on sait que c'est une idéologie qui est à la base notamment de l'attentat de Christchurch. Donc voilà, la responsabilité et les choix éditoriaux au-delà de la promotion de candidats, elle est évidemment fondamentale et au cœur du questionnement. Ouais. Je veux bien compléter deux mots sur cette question d'envahissement de questions d'extrême droite sur le devant de la scène, et je vais parler quelque chose que moi j'ai couvert toute la crise Covid depuis le début, et on constate une énorme porosité de l'extrême droite, et on le voit avec Philippot, on l'a vu avec Le Pen, on l'a vu avec Zemmour, une grande porosité de l'extrême droite et des idées complotistes par rapport au traitement illusoire, par rapport au mode de transmission, par rapport à la genèse du SARS-CoV-2. Et par là même, on a je pense qu'on peut effectuer des parallèles entre des constructions médiatiques telles que Zemmour, mais Raoult de l'autre côté, et toute cette sphère qui est finalement extrêmement poreuse au sein d'une complosphère, fachosphère, sur les réseaux sociaux, on le voit bien. Et en donnant ces micros aussi bien à des politiques que des pseudo-scientifiques, on est arrivé dans une espèce de situation où plus rien n'est vrai, plus rien n'est faux en matière de santé. On se retrouve avec des convois de la liberté complètement hallucinants, et puis avec des modalités de pensée qui se rapprochent, qui sont aussi un fascisme de pensée, dans la mesure où on ne protège plus l'autre, dans la mesure où on n'est plus à visée sociale en fait, et on perd complètement pied avec des théories eugénistes, voilà. C'est à moi, je crois. J'ai l'impression qu'on tourne beaucoup de la question de qui possède les médias, et vous avez pas mal parlé de comment limiter la concentration des médias, et je me demandais ce que vous pensiez de modes de financement alternatifs, surtout de propriété alternative, comme les coopératives de lectoristes. Je ne sais pas si c'est des choses que porte le SNJ, et si vous voyez des manières un peu de porter ça politiquement, de généraliser ce genre de financement qui permettrait de limiter des Bolloré et autres. Ou, je sais pas. Non, il faut agir sur les deux plans. D'abord, il faut évidemment agir sur la loi pour que ces milliardaires-là ne puissent pas posséder X médias. Clairement, premier point.
Ça passe par des lois, hein. Réformer la loi de 1986. Donc on ne pourra pas faire de filiale de poste. Deuxième point, ce que tu évoques, Merde. le financement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, pour nous, SNJ-CGT, en gros, l'État donne 6 milliards d'euros par an pour l'information et les médias. Entre l'audiovisuel public, l'AFP, les aides à la presse, vous êtes à entre 5 et 6 milliards d'euros par an. Clairement. Hein, c'est des chiffres connus, voilà. Vous avez plus d'1 milliard d'euros d'aides indirectes et directes, par exemple, à la presse écrite. Évidemment qu'il faut réorienter ces aides vers les médias indépendants ou ceux qui ne bénéficient pas de manne publicitaire parce que justement, ils sont indépendants. Voilà. Et après, évidemment, il faut... Alors maintenant, vous savez qu'en plus, il y a plusieurs possibilités de créer des entreprises de presse avec des statuts soit coopératifs, soit etc. Évidemment, le développer au maximum. Mais nous, on n'est pas pour dire on doit couper les aides à la presse. Non, on doit les réorienter vers ceux qui en ont besoin, tout simplement. Et on pourrait évoquer la situation, par exemple, du Ravi à Marseille, qui fait un magnifique travail, là, qui vient de lancer une pétition, parce que hein, tout le monde était ravi, enfin, j'étais ravi d'ailleurs, faut dire. On met fin à l'Empire Gaudin. Le printemps marseillais, c'est génial. Le printemps marseillais, pas une subvention au Ravi. Journaliste satirique d'information indépendante de la région PACA. Ils n'ont rien donné en 2021. Alors qu'évidemment, ils sont dans la Provence, ils sont partout. Par les petites annonces, par les annonces légales, etc. Le Ravi, 0. Alors oui, ils ont un peu aidé la Marseillaise pour éviter qu'elle crève, mais enfin maintenant la Marseillaise n'est plus que sur le département des Bouches-du-Rhône, en gros. Donc voilà. Et il y a des... Et ça, c'est du rapport de force, et c'est dans la société qu'on va tous le gagner. Et c'est pour ça que moi, je suis très content. Enfin, je ne suis pas très content qu'il y ait Bolloré, hein. En plus, je l'ai comme employeur maintenant. Mais je suis très content qu'il apparaisse comme un ogre. Moi, je le dis clairement, et c'est un peu ma divergence avec Anton, qui a l'air de faire un moment des 3 mois de la pré-campagne Zemmour qui a été créée par le service public, après avoir été éditorialiste pour la droite classique au Figaro. C'est quand même Ruquier qui nous l'a mis, hein. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un espèce de moment là qu'on ait eu de momentum, etc. Je pense que cette dérive, on l'a depuis très longtemps. Alors oui, on a Bolloré là, mais franchement, autocritique des journalistes, oui. Sur l'autocensure des journalistes. Moi, c'est ce que j'ai dit quand je suis intervenu au Sénat. Dans mon groupe, premier groupe de Presse Magazine, qui n'a moins d'intérêt politique qu'une chaîne d'info, évidemment, ou qu'une radio, mais qui influe beaucoup, beaucoup sur le public. Quand vous avez Femme Actuelle, que vous avez Voici, que vous avez Gala, parce que c'est aussi quand même cette presse-là qui a fait par exemple la candidature de Macron en 2017. Je crois que c'était 13 couvertures dans mon groupe, de Brigitte, de lui, de compagnie. Hein. Donc les manipulations ne sont pas que pour l'extrême droite. Il n'y a aucune brutalité de Bolloré dans mon groupe. Dans mon groupe, il y a le magazine Capital, économique, d'orientation totalement libérale, mais qui avait une qualité petite, c'est d'être indépendant des grands groupes. Et donc qui s'est tapé plein de procès contre Bolloré et les entreprises du groupe Vivendi, que ce soit sur ses affaires africaines, etc. Je vous invite à regarder, depuis la date du rachat de Prisma Media par Vivendi, le 1er juin, il n'y a plus un article dans Capital sur Vivendi ou Bolloré. Mais il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il n'est pas intervenu, et ça je vous le dis, il n'est pas intervenu. C'est les journalistes eux-mêmes qui ont décidé de ne plus parler de lui parce que ça allait poser problème. Voilà. Oui. C'est un point important, l'autocensure. Alors d'abord, c'est une journée absolument passionnante. Je tiens à remercier tous les intervenants. Vous parliez tout à l'heure des GAFAM, et en fait, moi, c'est ce qui m'a manqué un peu dans cette soirée, dans cette journée, je veux dire. C'est que je suis un petit peu étonné qu'en 2022, concernant l'information, la circulation de l'information,
Et l'influence Oui, je suis d'accord avec toi, des réseaux d'information sur l'activité politique, eh ben, on fasse... Je vous propose que demain on fasse un petit débrief éventuellement, débrief de la journée et préparation de l'émission de l'interview de Sébastien Jumel. Aux réseaux sociaux. Qui arrivera lundi à 19h, Jumel, au poste. De la journée, une intervenante qui a Est-ce que ça vous dit de venir au poste demain après-midi? Dans le succès une petite heure. De la diffusion des idées de droite. Notamment en rappelant que, je ne sais plus, en 2004 ou 2005, il y a eu la création d'égalité et réconciliation, etc. Ok. Mais on a quoi à gauche? J'ai l'impression que là, j'ai entendu parler aujourd'hui uniquement des médias traditionnels. Alors, c'est très bien, ils ont une importance capitale, c'est sûr, mais absolument pas des nouveaux canaux de diffusion qui touchent énormément les jeunes. Beaucoup de jeunes ne lisent plus la presse, n'écoutent plus la radio, ne regardent plus la télé. Ils se renseignent par d'autres moyens. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils ne sont pas du tout curieux ou quoi. Non, absolument pas. Ils sont extrêmement curieux, mais ils se renseignent d'autres manières. Et c'est eux qui vont voter, qui commencent à voter aujourd'hui, qui vont voter demain, qui vont voter après-demain. J'ai l'impression, quand on est sur les réseaux sociaux, moi c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai l'impression que pour un youtubeur de gauche, on en a 10 de droite. Je vous parle pas des alors, streamers. est-ce qu'aujourd'hui, le métier de journaliste, ça serait pas plutôt là qui devrait s'exercer plutôt que dans les rédactions traditionnelles, etc. Alors, je sais que c'est très difficile, je sais que c'est une précarisation qui est énorme, j'en ai parfaitement conscience, mais les mecs de droite, ils se posent pas ces questions-là, ils y sont. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à gauche, par rapport à ça? Voilà, c'est ça ma question. Moi, j'applaudis. Je ne suis pas l'organisateur je ne peux pas répondre sur l'absence des GAFAM, mais en tout cas, il y a la question des influenceurs aussi là-dedans. C'est vrai que voilà, on a vu peut-être des influenceurs. Quand on invite un journaliste à une conférence de presse, le journaliste, il est invité, on répond des informations, etc. Aujourd'hui, un influenceur, des influenceurs, quand ils sont reçus dans des endroits pour faire de la communication, ils sont reçus, mais remis sur l'eau, ils ont tout payé par les marques, etc., pour faire la com sur leur compte. Donc, à un moment donné, c'est un média dans le sens, c'est quelque chose, c'est un intermédiaire, mais c'est pas du journalisme. Donc nous, on doit bien remettre voilà, la profession au milieu du village, quoi. Donc c'est un outil qui est évidemment vecteur d'information, mais... J'ai été clapeur dans une autre vie. Ça mériterait un je te raconterai Strega. Il faut pour nulle part ailleurs. Aussi gaffe à la question de la déontologie là-dedans, les pratiques, etc. C'est un métier, la claque. Et les GAFAM, c'est les États-Unis. Hein. Donc, juste pour compléter sur les GAFAM, je pense effectivement que c'est un sujet immense, ouais. Avec beaucoup de volets. En fait, c'est le monopole de la distribution sur Internet. Donc, à partir de là, il y a tout un tas, enfin le quasi-monopole. Et moi, je travaille dans un média en ligne. On est extrêmement... on a beaucoup de trafic, par exemple, qui vient des GAFAM, des gens qui voient passer nos contenus sur Facebook, YouTube, etc. Donc il y a un vrai questionnement, pour rejoindre la thématique de la journée aussi, sur la manière dont les idées d'extrême droite, notamment à travers les algorithmes, parviennent et finalement organisent le débat autour de certaines thématiques. Et je pense que l'affaire salut Alan Barth. C'est-à-dire comment on a surmobilisé un électorat Trump autour notamment de la création du mur avec le Mexique, et comment on a manipulé l'information autour de ça. Mais je pense que on est autant sur la question de la dépendance aux GAFAM et de la manière dont se comportent les GAFAM. Et c'est un débat aujourd'hui au cœur de la profession, parce qu'il y a beaucoup de journaux qui signent des accords bilatéraux avec les GAFAM pour gagner en puissance, mais derrière on se met aussi dans la main de canaux de distribution qui sont hyper importants. Et l'autre question derrière, j'ouvre juste la discussion peut-être pour d'autres débats, c'est aussi le comportement des GAFAM sur la haine en ligne. Nous, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure d'une journaliste chez nous qui est menacée de mort et de viol par des youtubeurs. YouTube refuse de dépublier le contenu, quand bien même il incite à la haine, à la violence, etc. Et donc on est aujourd'hui dans une démarche
judiciaire avec YouTube dans l'espoir de supprimer ce contenu-là qui est toujours en ligne. Je voudrais ajouter quelques mots sur la question des algorithmes qui va servir les idées d'extrême droite, sachant que plus un contenu va être partagé, plus il va remonter, pour dire les choses très simplement. Et que ce soit le fait de reposter ce contenu de manière élogieuse ou de manière à le critiquer. Et plus ce contenu va être diffusé, plus il va être diffusé en fait. C'est une espèce de cercle vertueux, plutôt pour ce qui nous occupe un cercle vicieux. Et il y a un réflexe qu'on a tous et toutes, nous journalistes quand on est sur Twitter, très actifs, hein, c'est de reposter un contenu qui nous choque, typiquement un contenu d'extrême droite, contenu homophobe, en disant « Oh là là, mais c'est aberrant de dire ça, de faire ça ». Et en fait, plus on le reposte, plus ce truc remonte, et plus il est visible, et plus il y a une espèce de médiatisation autour de ce type de contenu. Finalement, ça rentre dans notre quotidien, et puis ça devient normal de voir des termes comme grand remplacement dans notre timeline Twitter. Et non, c'est pas normal de voir des choses comme ça. Donc, plus il y a un effet d'enchaînement, plus finalement ça devient logique. Et même si on s'offusque, même si on critique, il y a une posture aussi à avoir chez les journalistes qui sont... On est nombreux à être très actifs sur Twitter, à dire non. À un moment, on prend du recul et on évite de reposter ce type de contenu qui va encore imprégner, encore et encore. Et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête aussi, parce que c'est tentant de réagir, c'est tentant de dénoncer à chaud comme ça, mais ça devient contre-productif finalement. Je ne sais pas si on entend. Oui, mais c'est une bonne question, la question des RT, mais honnêtement, la réponse était faiblarde, de mon point de vue. La propagation des idées d'extrême droite et le fait que les journalistes ont beaucoup de mal à faire face au rouleau compresseur, je me demande si c'est pas aussi lié en fait à la formation, à notre formation en tant que telle, parce que je suis journaliste aussi, au fait que les écoles sont très fermées, que c'est totalement un entre-soi, que c'est pas du tout représentatif de la population. Et enfin voilà, on a je ne sais combien de journalistes qui sortent, enfin qui sortent de Sciences Po, typiquement, ou ce genre de force. Je m'interroge sur la formation des journalistes en tant que telle, et je me demande aussi si par exemple les syndicats, si à Crimet par exemple vous avez des liens un peu avec les écoles de journalisme, si vous travaillez avec elles ou pas sur toutes ces questions de déontologie, d'éthique journalistique, etc. Sur les écoles, juste pour aller vite, il y a 14 écoles reconnues par la profession. Ça commence à cailler là. En sachant que la profession de journaliste, elle a toujours été très ouverte en France. Et nous, c'est ce qu'on a toujours défendu au SNJ-CGT. Moi, j'ai pas fait d'école de journaliste. Je suis rédacteur spécialisé, j'étais géographe, cartographe. Maintenant, je réalise des cartes dans Géo, etc. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. Et on est plein de journalistes à n'avoir pas fait d'école de journalisme. On estime en gros à combien, à la moitié de ceux qui rentrent maintenant qui sont passés par les écoles, même pas. Oh non, beaucoup plus. 80 des nouveaux. Et oui, bien sûr. Parce que vraiment, oui, la profession se... donc, après, je te rejoins. Normalement, les syndicats de journalistes sont dans les écoles. Historiquement, on devait même être dans les conseils d'administration. Tout ça, ça a été enlevé. On est dans les conseils pédagogiques maintenant. Mais rassurez-vous, on nous convoque 1 à 2 fois par an pour nous montrer quelle est d'où viennent les journalistes qui font le programme qu'on va leur faire. Mais évidemment, les syndicats de journalistes n'ont aucun poids dans les écoles de journalistes. Après, je ne dis pas que la formation qui est dispensée est mauvaise. Hein. Je ne dis pas ça.
Mais par contre, qu'on soit dans l'entre-soi et que malheureusement dans les écoles, on n'est vraiment pas à l'image de la société, ça c'est vrai. Juste, je voulais intervenir un mot là-dessus. Aussi, on a récemment publié une interview sur Acrimed avec les deux réalisateurs du documentaire En Formation qui répondraient en partie à votre question et qui bon, on dialogue avec eux et disons qu'on avait pas mal de points d'accroche et peut-être le principal c'était de... Alors c'est un angle, ils étaient au CFJ je crois, en tout cas une de leurs approches et ce qu'ils montraient très très bien c'est la pratique dans les écoles d'un journalisme presque désincarné tellement il était techniciste quoi, c'est-à-dire qu'on apprenait vraiment on apprend à se soumettre aux contraintes qui, de fait, vont être celles auxquelles on va être confronté dans le métier. C'est terrible, mais du coup, c'est aussi un cercle vicieux parce qu'on apprend à aller vite, on apprend à répéter 30 fois, c'est une scène très, très choquante du documentaire, que des migrants sont morts en mer. Mais on répète en fait parce qu'on n'a pas le bon ton qui est attendu et qui est complètement normalisé, etc. Voir ça, je trouve, c'est très très impactant et ça choque aussi parce que on sent comment là le fond se vide en fait des sujets qu'on traite et comment on est déjà formaté à plus se soucier de la forme que du fond de ce qu'on est en train de raconter. Donc évidemment que Acrimed en tout cas est particulièrement critique. Moi j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai fait une formation de journalisme à la fac. J'avais des cours de théorie que j'avais trouvé très bons, où on pouvait réfléchir, on pouvait discuter, etc. Par contre, tous mes cours de pratique journalistique étaient absolument catastrophiques, sans recul. Sur ce qu'on nous apprenait et surtout, je le dis je n'exagère pas, quand on ouvrait un peu la bouche, on se faisait renvoyer, on nous faisait comprendre que c'était pas forcément le lieu de se poser des questions, quoi. Donc évidemment, c'est pas tout noir tout blanc, mais il y a beaucoup de critiques à formuler sur Elle parle d'un documentaire qui s'appelle En Formation sur une ou plusieurs écoles, je ne sais plus, de journalisme. En formation. Que tout ne peut pas se résumer à ça, mais il y a bien des choses à creuser et à s'interroger sur les formations. Moi j'ai deux idées pour essayer que cette journée ne reste pas sans lendemain. C'était pour essayer d'aller de l'avant. D'une part, si on pourrait se retrouver tous un peu plus tard pour creuser un peu toutes nos griefs et nos revendications par rapport à la banalisation de l'extrême droite dans les médias. Je pense que ça serait vraiment important. Et j'ai deux idées comme ça, je ne sais pas du tout, je les jette un petit peu. C'est la première, c'est quand il y a des accusations racistes, c'est essayer d'obtenir automatiquement une réponse, un peu comme les droits de réponse dans la presse écrite, c'est-à-dire que notamment quand c'est à la télévision, qui est automatiquement, systématiquement un minimum que les organisations, soit des droits de l'homme, soit antiracistes, soit les associations de solidarité envers les immigrés, puissent répondre, notamment quand les mensonges énormes qu'il y a par rapport à l'immigration, par exemple, ou par rapport au grand emplacement, par exemple. On invite aucun pontifique pour expliquer que c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, c'est une idée une réponse systématique. Et la deuxième, c'est d'interdire des gens qui ont été condamnés par incitation à la haine raciale. L'invisibiliser complètement. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire, à mon avis, pas uniquement d'un point de vue, on va dire, professionnel ou interne, ça doit se faire avec un mouvement ou un soutien du public, de la population, pour créer... Ah, j'ai l'impression que le chat est bloqué encore, merde. Ça suffit, voilà. Et je pense que ça, on pourrait, ce serait une idée, en tous les cas, je propose à tout le monde, là, une idée pour poursuivre ce travail-là, pour que cette journée ne soit pas sans lendemain, et qu'on... Merci pour le test, c'est bon. D'avoir l'horreur un peu partout, voilà.
Merci les amis, ça marche. Donc là je pense que c'est fini. Là je pense que c'est fini. Je vais aller faire un petit tour si vous voulez. Moi j'avais deux dans les éléments stands. de réflexion à apporter, notamment en réponse à la déontologie a été brandie plusieurs fois dans le débat. Et quand on aborde la déontologie, je trouve en général qu'on marche sur la tête, tant le problème est avant tout structurel et politique. Un exemple de déontologie, c'est BFM TV par exemple, pendant le débat Mélenchon-Zemmour, ils faisaient du fact-checking. Donc dans ces moments-là, ils ont l'impression d'appliquer vraiment la déontologie journalistique puisqu'ils vérifient l'information. Et donc ils fact-checkaient les chiffres de l'immigration de Zemmour en disant non, c'est pas 1,5 million, c'est 1,2 million, je sais pas. Comme si c'était ça le problème d'Éric Zemmour, c'était des erreurs de calcul et non son projet politique. Donc c'est aussi ce genre de choses qu'on arrive en appliquant bêtement et en naturalisant les pratiques journalistiques. Et l'autre élément de réflexion, c'est sur pourquoi l'autocritique de la profession est impossible, voire très difficile, notamment dans ces chaînes d'infos en continu. Il faut savoir que dans ces chaînes, le travail est très divisé, la production d'informations est très divisée, et donc chaque petit acteur, petite main de l'information fait une tâche précise. Par exemple, un reportage, il va être tourné en région par un journaliste reporter d'image, il va être monté à Paris par le rédacteur en chef, il va être commenté par le rédacteur en chef et ensuite discuté en plateau par les éditorialistes. Donc, ces petites mains de l'information, elles sont dépossédées de leur travail et en plus, elles ont tellement intériorisé les contraintes qu'elles ne se sentent pas responsables du produit final qui sort, qui va être diffusé sur BFM TV. Donc ça a un peu expliqué pourquoi l'autocritique est si difficile et pourquoi il n'y a pas eu de révolte dans les médias face à ce raz-de-marée qui a été la médiatisation d'Éric Zemmour. Voilà, donc tout ça pour rappeler que c'est avant tout un problème politique et de pluralisme, et donc il faudrait construire un vrai rapport de force en fait pour imposer, et c'est ça, des lois anti-concentration, et c'est un problème aussi qui concerne les citoyens, bien sûr. Et juste un mot là-dessus, qu'on va dire à deux voix avec Emmanuel Poupard, et je vais le faire pour nous deux. Dans le cadre du rapport de force, regardez bien ce qui va se passer cette semaine. Normalement, mercredi sera annoncé le mouvement d'un grand front contre Bolloré et l'empire médiatique, culturel et dans l'édition qu'il veut construire. Voilà. Par beaucoup de syndicats. Et c'est au poste que vous en aurez entendu parler en premier. Des organisations des droits de l'homme. Ça va s'appeler Stop Bolloré. Enfin, c'est très large, vous verrez. Des médias indépendants. Voilà. Et merci à toutes et tous, en tout cas pour ma part. Je pense que Acrimed, l'intérêt vraiment, il faut remercier Acrimed parce que à 2 mois des présidentielles, on sent quand même. Il y a une fenêtre là, on sent, enfin nous, c'est même les pouvoirs publics qui n'arrêtent pas de nous consulter pour savoir quelles seraient nos idées contre la concentration des médias. Il y a 2 missions d'inspection des ministères de l'économie et de la culture, j'en passais des meilleurs. Il y a ce qui se passe au Sénat, vous l'avez vu. Donc voilà, c'est à nous de le travailler, ce rapport de force, parce qu'effectivement, les médias dominants qu'on a ne nous vont pas. Et ne vont pas, sachez-le, à beaucoup de journalistes aussi qui souffrent dans les rédactions. Voilà. Merci à toutes et tous. On fait bref hein, parce que je crois qu'il y a une petite annonce de manif. En tout cas, on est très contents avec Visa d'avoir pu organiser ça. Vous étiez nombreux, ça nous donne beaucoup de force et c'est une première étape. On espère que, en tout cas, ça vous aura intéressé et qu'on pourra prolonger tout ça. Si Denis, tu veux faire un... Bon, alors que tout le monde, si jamais vous vous mettez debout, j'espère que vous allez vous manifester maintenant. On a parlé de plein de choses, d'une réalité qui est présentée par les médias que d'un côté et qui encourage ce côté-là. En fait, il y a une autre réalité qui est celle de la solidarité, celle des luttes. Il y a beaucoup de solidarité partout sur le territoire avec les migrants. Il y a des luttes aujourd'hui. Il y avait une manifestation contre le fascisme à Grenoble. Il y a une manifestation contre le fascisme à Saulieu, qui est juste à côté de Dijon, parce qu'il y avait Zemmour qui faisait un meeting. Il y a un week-end antiraciste à Toulouse. La semaine dernière, il y a eu une vingtaine de rassemblements d'hommage
pour les migrants qui sont morts sur les routes de la migration. Cette réalité-là, il faut l'amplifier, cette réalité-là, il faut la montrer. Alors, ce qu'on vous invite, c'est déjà ce soir, on va partir en déambulation festive et musicale, mais aussi politique, militante, antiraciste, antifasciste, pour coller des affiches. À partir de Père-Lachaise jusqu'à République, où on va suivre la fanfare invisible qui part d'ici, j'espère, avec le plus possible d'entre vous. On va retrouver au Père-Lachaise les collectifs de sans-papiers qui vont venir avec nous, et surtout tout ça pour converger à Paris le 19 mars pour une manifestation nationale contre le racisme et les violences policières. Il y a déjà des cars qui commencent à être affrétés de Rouen, de Toulouse ou de Rennes. Vraiment, là, la question, c'est de faire que cette réalité-là, notre pays s'appelle Solidarité, devienne quelque chose qui soit incontournable, médias dominants ou pas. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit des dizaines, voire des centaines de milliers à se mobiliser. Merci, et donc j'espère que vous allez nous suivre dès ce soir. Et il y a du matériel, ceci dit, des autocollants, des affiches qui sont encore là. Tout ce qui sera collé, c'est bien. Donc, embarquez. Et merci aux camarades de la fanfare invisible qui vont commencer et qui vont finir avec nous. Allez-y! El pueblo unido jamás será vencido. 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 Bonjour monsieur, vous êtes au poste? Faudrait que je t'invite. On va ma tête. Ah, tu veux? Ouais, je sais pas si. Voilà, super. Bonjour tout le monde. Hein? Bonjour tout le monde. Il faudrait que je t'invite. Comment? Je suis pas un super causeur. Ça me stresse. Ça te stresse? Bon, on va te déstresser. Bon, à bientôt. Ouais. À bientôt. Ciao. Merci, ciao. J'espère que vous l'avez. Si vous voulez faire des cadeaux, voyez, vous lui commandez sur son site. C'est magnifique. De grande qualité. De grande qualité de travail. Quand tu m'as acheté ça, je dis c'était champagne. Ça, je te l'ai acheté celle-là, voilà. Oui, c'est ça. Alors, j'ai dit à tout le monde, non mais il y a David Dufresne, il m'a acheté cette affiche, quoi. Je veux dire, la reconnaissance. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, super. Oui, je vais t'inviter. Hein? Non, mais tu sais quoi, on montrera tes dessins, puis on parlera de tes dessins, tout simplement. Oui, si tu veux. Pas, oui, si voilà, ouais. Tu vois, on va faire un petit truc. Bon, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao Fred, merci beaucoup. Voilà les amis, alors on va retrouver la fanfare. S'ils sont toujours là ou pas? Ça va être dehors. Là, j'entends la fanfare. Allez. Putain, il fait nuit.